Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à ce webinaire de présentation du programme 2023 Autonomie, personnes âgées et personnes en situation de handicap à tous les âges de la vie, leurs proches et les professionnels, qui est coporté par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, et l'Institut pour la recherche en santé publique, IRESP. Un petit tour sur le plan de présentation d'aujourd'hui qui se compose de 4 parties. Donc, il y aura un premier temps, à peu près d'un quart d'heure, d'une présentation assez généraliste des institutions, l'IRESP puis la CNSA, coporteur du programme Autonomie 2023. Il y aura ensuite une présentation du programme et surtout des appels et dispositifs. Puis, on enchaînera avec un quart d'heure, 20 minutes de questions. Donc, n'hésitez pas à les faire remonter dans le chat et ensuite, on les posera aux intéressés. Enfin, une partie de la présentation sera dédiée aux dispositifs pour les doctorants. Et enfin, un temps de questions suivra également. Et on clôturera le webinaire sur quelques informations qui concerneront le suivi des lauréats. Il me reste à vous souhaiter à tous et toutes un bon webinaire et je passe tout de suite la parole à Marion Cipriano, qui est directrice adjointe scientifique à l'IRESP, pour vous présenter l'Institut. Bonjour à tous, merci Célia. Donc ravie de vous voir aussi nombreux pour ce webinaire de lancement de nos appels du programme Autonomie. J'espère que l'on va pouvoir répondre un peu aux attentes que vous avez à propos de ce webinaire. Donc je vais être assez rapide au début pour vous présenter l'Institut pour la recherche en santé publique, mais ça nous semblait quand même important de vous présenter un peu les spécificités de cet institut. Comme ça, vous voyez un peu dans quelle logique se placent nos appels à projets. Par rapport à d'autres lanceurs d'appels. Donc, l'Institut pour la recherche en santé publique, c'est un groupement d'intérêt scientifique, c'est-à-dire qu'on est un ensemble de membres dont vous pouvez voir les logos sur la slide. Alors, on a à la fois des directions des ministères de la santé et de la prévention et du ministère de la recherche, de l'enseignement supérieur et de l'innovation. On a également une direction interministérielle, la MILDECA, sur les conduites addictives. On a des caisses d'assurance, donc comme la CNSA bien sûr, mais également l'assurance maladie. On a des agences de santé comme Santé publique France ou encore l'Institut national du cancer, et puis des opérateurs de recherche comme l'INSERM, l'IRD, le CNRS et l'INED. Sachant que l'INSERM est notre organisme gestionnaire, donc les projets qui seront financés auront à conventionner avec l'INSERM. Alors, tous ces acteurs, vous voyez, qui sont d'ordre différent, mutualisent leurs moyens et se mettent ensemble pour aller vers une mission générale qui est celle de développer, structurer et promouvoir la recherche en santé publique. Ça, dans une logique d'articulation entre les différents acteurs, donc déjà tous les membres que j'ai cités, mais aussi beaucoup plus largement les professionnels de santé, du médico-social ou du social, les personnes directement concernées par un certain nombre de pathologies ou troubles. Ça peut être aussi des différents pouvoirs publics, des acteurs territoriaux, etc. Et l'objectif est derrière de pouvoir renforcer les interventions et politiques qui visent à l'amélioration de l'état de santé et de bien-être de la population. Vous voyez, on est vraiment un organisme qui est à l'interface entre ces différents acteurs et qui fait le lien beaucoup entre la recherche, l'action, la décision. Célia, si tu veux passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Pour vous présenter un peu les grands types d'actions que l'on mène pour pouvoir atteindre cet objectif. Vous pouvez les voir là sur un petit schéma qui va de l'identification des enjeux et des besoins de recherche. Identification qui est faite au travers d'échanges entre les différents types d'acteurs que j'ai mentionnés précédemment. Et c'est notamment ce type d'échange, de recueil de besoins qui permet de monter des appels à projets. Donc ensuite, on a les appels à projets qui nous permettent de sélectionner des projets qui vont répondre aux besoins ou aux grands enjeux identifiés. Les projets sont ensuite sélectionnés et ensuite on suit et on accompagne éventuellement ces projets s'il y a des difficultés particulières qui sont rencontrées et pour lesquelles nous pouvons les accompagner. Et ce, jusqu'à la production des résultats, avec un rôle aussi pour nous de diffusion, de mise en valeur des résultats, jusqu'à la question du transfert des résultats, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que les résultats de recherche
soit ensuite le plus possible appropriable ou utilisable par les personnes qui ont pu émettre des besoins au début et qui pourraient s'en servir dans leur pratique ou pour orienter des politiques. On essaye on met en place ce modèle d'action sur plusieurs champs. Donc, les principaux champs d'action thématiques sur lesquels nous agissons, c'est bien sûr celui de l'autonomie, et on va en parler beaucoup aujourd'hui, mais c'est aussi le champ des addictions, addictions avec substance, alors comme ça peut être pour le tabac, l'alcool, le cannabis, la cocaïne ou d'autres substances, mais également des addictions comportementales ou addictions sans substance. On agit également sur le champ services, interventions et politiques de santé qui intègre tout ce qui est des questions de prévention en population générale ou auprès de populations, disons, vulnérables ou plus particulièrement difficiles à atteindre. Et puis aussi tout ce qui concerne les services de santé et l'organisation des services de santé. On a également un programme qui s'est ajouté plus récemment sur les antiépileptiques et les effets de l'exposition in utero sur les enfants et petits-enfants des femmes exposées. On a quelques lignes directrices que je souligne sur lesquelles se sont mis d'accord l'ensemble des membres qui sont d'ailleurs liés par une convention constitutive. Donc, une promotion de l'interdisciplinarité, un soutien aux recherches interventionnelles en santé des populations qui permettent de co-construire, de tester, d'évaluer des interventions pour agir, pour améliorer l'état de santé et de bien-être. L'association des parties prenantes aux recherches. Nous y reviendrons aussi puisque c'est un point particulièrement important dans le cadre du programme autonomie. Et puis le lien entre recherche, action et décision qui fait vraiment partie de l'ADN de l'IRESP et qu'on retrouve aussi tout au long de notre modèle d'action. Célia, si tu veux passer à la slide suivante, juste pour vous dire quelques mots. Donc, parmi tous les membres, je l'ai mentionné, il y a la CNSA, donc qui est un partenaire de l'IRESP très important. D'une part parce qu'il est avec nous depuis le début, mais aussi parce qu'on travaille vraiment en étroite collaboration et qu'on construit un certain nombre d'actions pour soutenir la recherche dans le champ de l'autonomie. Et donc, on peut le voir au travers des chiffres qui sont mentionnés ici. Depuis 2011, nous lançons des appels à projets qui ont permis de financer 164 projets pour plus de 20 millions d'euros. Ce qui a permis de financer, alors 141 chercheurs, c'est pas 141 chercheurs qui ont été financés, mais 141 porteurs de projets qui ont été financés au moins une fois sur le programme, sachant qu'il y a de nombreux chercheurs derrière un seul projet. On a également pu financer 33 thèses et 40 post-docs. Alors, au sein des différents projets qu'on finance, sachant que certaines thèses avaient été aussi financées à un moment du programme autonomie où il existait déjà un appel à subvention doctorale, appel que nous venons de relancer cette année. Et puis, sur les projets de recherche participative, je le disais, l'association des parties prenantes est un point important du programme autonomie. Qu'on l'a rendu plus visible depuis 2020 et qu'on a identifié vraiment en tant que tel. Donc, vous voyez les 22 projets de recherche participative qui ont été financés depuis 2020, sachant qu'auparavant, il y en avait déjà, mais qu'ils étaient moins identifiés en tant que tels. Donc, si vous voulez un peu plus d'informations sur les projets que nous avons financés, notamment les typologies de projets, les disciplines qui ont pu être plus particulièrement soutenues, les organismes également qui étaient soutenus, les populations sur lesquelles portaient ces projets, etc. Il y a un certain nombre d'autres caractéristiques. Vous pouvez regarder sur notre site le bilan du programme qui a été fait sur la période 2011-2019. Et vous retrouverez également les lauréats des appels à projets qui ont suivi 2020, 2021, 2022 sur notre site et tout un ensemble d'informations, que ce soit les webinaires que nous avons organisés, des rapports qui ont été produits sur différents sujets. Et puis, bien sûr, les appels à projets qui vont maintenant vous être présentés. Mais avant ça, donc, je passe la parole à la CNSA, que je remercie beaucoup pour la collaboration toujours très intéressante avec vous. Merci beaucoup Marion. Donc je suis Pearl Moret, chef de projet recherche à la CNSA, et donc je vais
Je serai accompagnée un petit peu plus tard par Marine Boisson-Cohen, qui est directrice de la direction de la prospective et des études ici à la CNSA, donc directrice de la DPE. Et je vais commencer donc à la slide suivante par vous présenter la CNSA pour vous permettre de mieux nous connaître. Donc nous sommes effectivement membres de l'IRESP depuis 2007. Nous sommes également financeurs du programme Autonomie et partenaires de l'IRESP. Donc la CNSA a été créée en 2004 et c'est une caisse qui est un établissement public national et elle finance et pilote les politiques de l'autonomie qui sont donc ces politiques à destination des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes en situation de handicap, mais également de leurs aidants, donc à la fois les proches aidants, mais également les professionnels. Et donc depuis le 1er janvier 2021, la caisse est devenue une caisse nationale de sécurité sociale. Et donc la sécurité sociale, elle comprend 5 branches, donc l'assurance maladie, la branche retraite, également la branche famille. Ça, c'est 3 branches que nous connaissons bien. Et la 4e, que l'on a plus tendance à oublier, donc qui est l'ACOS et l'URSSAF, qui sont en charge donc de la branche recouvrement et qui consiste donc à collecter les cotisations et contributions sociales pour les redistribuer ensuite aux autres branches. Et la CNSA, donc c'est la dernière née des branches de sécurité sociale, qui est en charge donc de l'autonomie, la 5e branche de la sécurité sociale. Dans la slide suivante, je vais vous présenter les missions de la CNSA. Donc la CNSA, elle a une double fonction. D'abord une fonction de caisse, c'est-à-dire de répartition des moyens financiers, et également une fonction d'agence, c'est-à-dire une fonction d'animation, de pilotage, d'appui technique aux politiques de l'autonomie, en particulier vis-à-vis de nos réseaux, c'est-à-dire de l'ARS, enfin de l'Agence régionale de santé, des conseils départementaux ou des MDPH. Donc les missions de la CNSA, elles se sont enrichies au 1er janvier 2021, donc depuis qu'on est devenu 5e branche de la sécurité sociale. Elles sont désormais au nombre de 7, donc comme vous pouvez voir sur le diaporama, donc sans les détailler plus que ça aujourd'hui, mais pour vous éclairer sur les préoccupations de la CNSA, il s'agit d'abord de veiller à l'équilibre financier, d'animer et de coordonner les acteurs qui participent à la mise en œuvre des politiques de l'autonomie, également de contribuer au financement des politiques de l'autonomie, également d'informer les publics et de permettre leur accès aux droits. Par ailleurs, également, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, de contribuer à la recherche et à l'innovation dans le champ de l'autonomie et pour finir, de contribuer à la réflexion prospective et à l'attractivité des métiers. Donc, il y a effectivement un enjeu pour la Caisse de pouvoir favoriser le développement de connaissances théoriques et pratiques dans le champ de l'autonomie. Et donc, à la slide suivante, je vais maintenant vous présenter donc les principales actions de soutien à la recherche que mène la CNSA dans le champ de l'autonomie. Donc, on peut distinguer 5 types d'actions. D'abord, nous conduisons donc des actions de structuration de la recherche auprès de partenaires institutionnels. Donc, parmi eux, vous le comprenez aujourd'hui, il y a évidemment donc le GIS IRESP, dont nous sommes à la fois membres et partenaires, mais également donc le soutien à l'Institut de la longévité, des vieillesses et du vieillissement, l'ILVV. Également, nous sommes partenaires du groupement d'intérêt public, le GIP-IRDES, pour Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Et depuis 2022, nous avons 2 nouveaux partenariats, l'un avec la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie et un autre avec la FEDRA. La FEDRA, c'est cette fédération pour la recherche sur le handicap et l'autonomie qui a vocation, pour le dire assez rapidement aujourd'hui, à devenir donc le pendant de l'ILVV, mais sur le versant handicap. Notre deuxième registre d'action, c'est le soutien, le suivi et la valorisation de recherches de gré à gré. Donc, par exemple, en 2022, 3 recherches sont terminées. Une avec le HESP, donc l'École de hautes études en santé publique, avec un programme qui portait donc sur la transformation de l'offre médico-sociale et qui comprenait 3 volets. Un volet sur l'habitat inclusif, un autre sur les dispositifs de coordination et enfin un dernier sur les équipes locales et autonomes. Nous avions également un autre programme qui s'est terminé avec l'IPP, qui a donné lieu à un rapport final qui s'intitule Vieillir à domicile, disparité territoriale, enjeux et perspectives, qui va être rendu public très prochainement début mars. Et enfin, l'enquête Covid-EHPAD, dont je vous parlerai un tout petit peu plus tard, car nous avons des actions de valorisation en cours. En 2022, nous avons également conventionné avec l'ODENOR. Donc l'ODENOR, c'est l'Observatoire des non-recours aux droits et aux services.
Et donc, nous soutenons un projet de recherche sur les non-recours aux droits et aux services dans le champ de l'âge, dans le champ du grand âge. Et donc, c'est un financement qui est réalisé avec l'EM3S. En 2023 est prévu également de soutenir un projet sur les DAR, donc sur ces dispositifs d'autorégulation à destination des élèves atteints de troubles du spectre de l'autisme, qui est porté par Marie Toulek, et c'est un projet qui est en sciences de l'éducation. Par ailleurs, donc, nous avons également des partenariats qui sont plus ponctuels, moins récurrents. Donc, par exemple, on peut penser ici à l'appel à projet de la MIRDRES qui porte sur l'usage des technologies numériques. Également, nous soutenons un certain nombre de grandes enquêtes statistiques, notamment l'enquête autonomie de l'adresse, bien sûr. Par ailleurs, nous soutenons également l'enquête mode de garde, toujours à l'adresse, donc dans son volet qui concerne les enfants en situation de handicap. Et enfin, nous soutenons la vague 9 de l'enquête Cher, qui est donc cette grande enquête qui porte sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe, qui est réalisée à l'Université Paris-Dauphine. Et enfin, nous sommes membres du conseil scientifique du PPR Autonomie. Et dans une prochaine slide, donc, je vais vous présenter les missions de soutien, les missions de valorisation, pardon, après vous avoir présenté ces missions de soutien. Donc, l'année dernière a vu naître un nouveau format que l'on a appelé les rendez-vous de la recherche sur l'autonomie. Donc, ce sont des webinaires plutôt courts, donc qui durent 1 heure, qui visent à valoriser donc les recherches que la Caisse finance. Donc, dans ce cadre, on a eu un cycle de 4 webinaires donc sur les recherches réalisées avec l'IPP dont je viens de vous parler, et un cycle de 3 webinaires de valorisation sur les recherches réalisées avec le HESP. Mais ce qui est encore en cours en 2023, donc c'est la valorisation dans ce cadre, dans le cadre de ces rendez-vous de la recherche sur l'autonomie, de l'enquête Covid-EHPAD. L'enquête Covid-EHPAD, c'est une enquête qui porte sur le confinement en EHPAD durant la première vague Covid. Et donc 3 webinaires sont organisés. Donc le premier a déjà eu lieu et portait donc sur le vécu des résidents. Ensuite, un autre rendez-vous est prévu donc le 9 mars pour un webinaire qui traitera de l'adaptation des pratiques professionnelles. Et donc le jeudi 11 mai aura lieu le dernier webinaire de ce cycle qui portera cette fois sur l'accompagnement de la fin de vie et le traitement des défunts en EHPAD, donc pendant cette période du premier confinement. Donc, par ailleurs, en 2023, nous organisons également les 7e rencontres recherche et innovation qui ont lieu tous les 2 ans. Et donc, elles auront lieu en novembre 2023 et auront pour thème les professionnels de l'autonomie au travail. Les replays donc, de tous ces événements sont en ligne sur la chaîne YouTube de la CNSA qui s'appelle s'appelle le service public de l'autonomie, et les vidéos sont également sur notre site internet. Donc maintenant, je vais dans la slide suivante rentrer dans le cœur de notre présentation. Donc, qu'est-ce que le programme autonomie? Qui peut candidater? Et comment et quand? Donc, nous allons évidemment pas pouvoir tout vous dire concernant ce programme dans ce webinaire d'information, notamment donc, sur le contenu précis des rédactionnels, des appels à projets et des dispositifs. Mais l'objectif est plutôt de vous donner envie de les lire, ces appels à projets et ces dispositifs du programme, de les lire en détail. Donc, vous êtes également invité, donc c'était sur la slide précédente, mais à consulter le guide du candidat qui vous concerne. Donc, sachant qu'il y a à la fois un guide du candidat pour l'ensemble des AAP et des dispositifs, et un guide qui est particulier pour les candidats doctorants, pour les modalités de soutien aux doctorants. Et donc, toujours sur la slide précédente, Célia, donc c'était également une foire aux questions que vous pouvez retrouver en ligne. Donc une foire aux questions auxquelles vous pouvez déjà avoir accès en ligne et qui sera donc actualisée suite à ce webinaire. Et Célia vous a déjà donné l'adresse de contact, mais elle apparaît ici de façon écrite si vous voulez pouvoir la prendre en note. Je passe donc à la slide suivante. Donc en 2023, le programme autonomie a évolué. Et donc, c'est notamment rendu visible par un titre qui a un petit peu changé. Donc, dorénavant, le titre est le suivant: Autonomie, personnes âgées, personnes en situation de handicap à tous les âges de la vie, proches et professionnels. Donc, c'est un titre qui s'est allongé puisqu'on a ajouté à tous les âges de la vie, proches et professionnels, pour rendre visible l'intérêt que nous portons à ces différents aspects.
Mais surtout, donc, un important travail de réécriture de l'ensemble des programmes a été réalisé avec l'IRESP. Donc, je vous signale les principaux changements dès maintenant. Donc, un premier appel à projet a été renommé, donc il s'appelle désormais Analyse des politiques de l'autonomie de l'offre médico-sociale et des besoins des publics, dont l'acronyme un peu barbare toujours, c'est l'acronyme, mais voilà, l'acronyme est donc APAOB. Donc ça sera sa première session et il se substitue donc à PAOB, si vous êtes familier de ces appels à projets du programme autonomie, il se substitue pardon, à l'appel à projet qui était auparavant appelé établissement, services et transformation de l'offre médico-sociale, donc ESTOMS. Donc APAOP, c'est l'appel à projet principal de ce programme et il a vocation à être au plus près des besoins de connaissances qui éclairent les politiques de l'autonomie. Et donc on a un second appel à projet qui lui aussi a évolué, donc qui là est un appel à projet thématique qui s'intitule donc désormais Troubles du spectre de l'autisme, troubles du neurodéveloppement et des sciences humaines et sociales, donc TSA, TND et SHS, qui donc se substitue à autisme et SHS. On y reviendra. Également donc un appel à projet blanc qui lui a été réécrit mais qui s'inscrit dans la continuité des programmes précédents puisqu'il en est à sa 14e session. Pardon. Donc ensuite, nous avons le dispositif de soutien aux communautés mixtes de recherche qui lui aussi perdure puisqu'il en est à sa 4e session, mais lui aussi a été réécrit. Et donc le dispositif pour les doctorants, pour le coup, c'est un tout nouveau dispositif qui comprend à la fois des financements de contrats doctoraux de 3 ans et des financements de 4e année de thèse. Donc sur la slide suivante, je vais maintenant vous présenter de façon plus précise APAOB, donc analyse des politiques de l'autonomie, de l'offre médico-sociale et des besoins des publics. Donc pour réécrire ce texte, donc pour vous expliquer comment il est né et comment il a été construit, 3 sources de réflexion ont été conduites. D'abord, donc l'organisation conjointe CNSA-IRESP d'un cycle de 3 séminaires qui ont été dédiés aux recherches, donc sur l'offre médico-sociale, sur ses défis et sur ses transformations. Ce sont des webinaires qui ont réuni alors bien sûr des chercheurs, mais aussi des représentants des services statistiques ministériels et des acteurs institutionnels. Par ailleurs, donc, la CNSA a recueilli les besoins prioritaires de connaissances du secteur de l'autonomie, tels qu'ils ont pu être identifiés par les représentants des différentes directions de la CNSA. Et enfin, donc, l'IRESP a réalisé des échanges avec les chercheurs sur leurs attentes et leurs besoins, donc notamment avec les membres du CSE ou des lauréats des éditions passées du programme. Donc sur la slide suivante, vous voyez, donc je vais le détailler un petit peu plus tard, mais cet appel à projet APAOP comprend 5 axes et donc je vais souligner maintenant les points saillants de chacun de ces axes. Donc le premier axe, dans la slide suivante, appelle à analyser les politiques publiques dans le champ de l'autonomie. Donc si nous devions donc retenir 3 points de ce premier axe, on pourrait retenir d'abord donc les enjeux soulevés par le virage domiciliaire et le virage inclusif, donc ont impliqué des remaniements du périmètre des politiques de l'autonomie et donc ces remaniements, il convient de les éclairer par la recherche. Ensuite, donc, les projets de recherche proposés pourront analyser l'articulation entre les politiques publiques et d'autres types d'acteurs. Donc l'accompagnement des personnes, elle se situe donc à des intersections qui sont complexes entre différentes politiques publiques. Bien sûr, les politiques médico-sociales, mais également les politiques sociales, les politiques sanitaires, les politiques éducatives, les politiques de l'emploi ou encore du logement, etc., etc. Et donc, voilà, étudier les intersections entre ces différentes politiques publiques pourrait être des axes de recherche. Également, d'observer donc les intersections entre différents acteurs, donc l'État, bien sûr, la famille ou encore le marché. Enfin, donc les relations entre les différentes échelles de l'action publique, donc la territorialisation, pardon, est une caractéristique majeure des politiques de l'autonomie et on pourra analyser donc ces différentes échelles et en particulier ce que dit la
la territorialisation de ces politiques de l'autonomie. Donc, quelles sont les caractéristiques de la gouvernance de l'autonomie au niveau national et au niveau local, et quels impacts sont, pour quels impacts donc dans les disparités territoriales et d'effectivité des droits. Sur la slide suivante, qui présente donc l'axe 2 d'APA-Hub, donc ce deuxième axe, il porte sur les services publics de l'autonomie dans les territoires, et il s'agit ici de s'intéresser à l'organisation de l'accès aux droits et aux parcours. Autrement dit, donc, il s'agit de s'intéresser au guichet de l'autonomie et aux différents dispositifs. Donc, nous vous invitons à considérer donc, le fonctionnement concret et aux impacts des guichets, donc des guichets comme les services départementaux de l'autonomie, mais également donc, les CLIC, les MDPH, etc. Mais aussi à pouvoir analyser, étudier grâce à la recherche ces néo-guichets, on pourrait dire, pour penser donc, les maisons départementales de l'autonomie, par exemple, également penser le déploiement d'applicatifs ou encore penser donc les plateformes d'accompagnement et de répit pour les proches aidants. Par ailleurs, on peut également s'intéresser au non-recours aux droits et services et au reste à charge pour les personnes. Sur son axe 3, donc qui est dans la slide suivante, l'axe 3 a pour objectif d'initier des recherches sur les modes de régulation et de planification de l'offre médico-sociale. Donc, nous avons un premier axe sur l'analyse des grilles, des référentiels, des nomenclatures, des critères de répartition, des méthodes de calcul des coûts, des systèmes d'information et des projets de réforme tarifaire, etc., qui sont évidemment des objets de recherche. Et ils sont des objets de recherche car ils permettent d'analyser non seulement les politiques de l'autonomie, mais aussi les organisations qui en sont les acteurs. Donc, par exemple, il peut s'agir d'analyser la grille Agir, l'outil Pathos ou GEVA et GEVASCO, et encore le récent, donc Séraphin PH. Donc, voilà, pour une liste absolument pas exhaustive et qui sont les outils les plus connus. Par ailleurs, donc toujours dans cet axe 3, les projets de recherche pourront s'intéresser aussi au recours aux instruments que sont, par exemple, les appels à projets, mais également donc les AMI, les appels à manifestation d'intérêt ou encore les expérimentations qui, qui sont de plus en plus utilisées dans les politiques de l'autonomie. Par ailleurs, donc également le déploiement du numérique donc pourra faire l'objet d'enquêtes dans un contexte où le programme ESMS numérique, donc établissement et services médico-sociaux numériques, donc dans un contexte où ce programme se déploie et où le dossier usager informatisé commence à se mettre en place. Ensuite, un quatrième intérêt dans cet axe 3 porte sur les différents registres de normativité en matière de bientraitance et de lutte contre la maltraitance. Donc, il peut s'agir d'analyser les différentes échelles de normativité territoriale, nationale, mais également dans une perspective transnationale. Ici, donc, on peut être amené à considérer, par exemple, donc les espaces de normativité qui ont cours dans le CCNE ou dans les espaces éthiques régionaux, mais également donc dans les institutions telles que l'ONU ou le Conseil de l'Europe, ou encore des acteurs privés, donc comme les normes ISO-ressources. Pardon. Donc le quatrième axe, dans la slide suivante, appelle à l'engagement de travaux de recherche qui portent sur les connaissances des personnes concernées. Effectivement, l'accroissement des savoirs sur les personnes âgées en perte d'autonomie, les personnes en situation de handicap, ainsi que leurs aidants, ce type de savoir-là est toujours indispensable pour la caisse. Ensuite, donc, on a un cinquième axe qui porte sur la connaissance de l'offre médico-sociale et des réponses aux besoins des personnes. Donc ici, il s'agit de s'intéresser à l'offre médicale historique, médico-sociale, historique. Donc nous manquons encore de recherche sur l'IME, sur l'IMP, sur les femmes, les MAS ou même encore sur les EHPAD. Également, donc, nous sommes toujours on peut s'intéresser aux recherches, aux nouvelles structurations en plateforme, en dispositifs, en équipes mobiles. Donc voilà, des recherches sur ces plateformes, dispositifs, équipes mobiles sont attendues. Et on peut penser ici, donc, par exemple, aux différents dispositifs inclusifs de scolarisation ou encore au DEA, donc au dispositif d'emploi accompagné.
Par ailleurs, donc la recherche, d'intégration et de renforcement de l'aide et de l'accompagnement au domicile est, encore à investiguer par la recherche. Donc on peut signaler ici le contexte de réforme des SAD, et voilà, donc un autre élément à considérer, peut-être donc, considérer les aides techniques puisque, voilà, l'étude de leurs usages peut être pertinent. Nous accueillerons également donc de façon très favorable les recherches qui portent sur les professionnels, donc les professionnels de première ligne bien sûr, mais également reste à être mieux investiguées, les recherches qui portent sur les cadres et les managers dans les établissements, les services et les groupes gestionnaires ou encore les directeurs d'établissements et de services. Par ailleurs, donc, sur les professionnels non médico-sociaux contributeurs de la politique de l'autonomie, on pourrait initier des recherches sur le rôle des médecins généralistes dans l'évaluation des besoins de compensation et de soutien à l'autonomie, ou encore des recherches sur le rôle des enseignants non référents ou non spécialisés dans l'inclusion scolaire. Donc voilà, autant de recherches qui restent à être menées. Et pour finir, donc sur APAOB, des recherches qui pourraient être menées sur l'économie du médico-social, sur par exemple donc les modèles économiques, les impacts sur les usagers, donc les restes à charge, l'accessibilité et les finances publiques, la qualité de service, etc. Donc, je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à Célia, je crois, pour vous présenter les autres appels à projets et dispositifs du programme. Merci Je vous beaucoup, remercie. Pearl. Merci. Moi, je vais vous présenter de manière un petit peu plus succincte l'appel à projet de recherche thématique qui s'intitule Troubles du spectre de l'autisme, troubles du neurodéveloppement et sciences humaines et sociales, session 1. Donc, précédemment, l'IRESP a déjà soutenu des recherches sur l'autisme, notamment en lien avec la stratégie nationale 2018-2022, qui avait permis 3 éditions de l'appel à projet Autisme et SHS, qui ont donné la possibilité de financer 5 projets dans cette thématique-là. Il y a une nouvelle stratégie nationale qui devrait voir le jour en avril 2023 pour une période de 4 ans, dédiée à l'autisme et aux troubles du neurodéveloppement. Donc à partir de là, la refonte de l'appel à projet a été de s'adapter et d'accompagner cette nouvelle stratégie. Du coup, les recherches ont une thématique un petit peu plus large et devraient porter sur les troubles du spectre de l'autisme toujours, mais intégrer l'ensemble des troubles du neurodéveloppement. Donc, c'est vraiment dans leur ensemble très large. Ça peut concerner les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles spécifiques du langage, des praxis, de l'attention, des apprentissages, l'ensemble des troubles qu'on appelle DIS, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, etc. Des troubles neurodéveloppementaux moteurs, le syndrome de Gilles de la Tourette, des troubles du développement intellectuel, mais aussi d'autres TND, un petit peu spécifiés, par exemple, comme des TND associés à une exposition prénatale à l'alcool, par exemple. Donc, il y a 4 axes thématiques qui sont développés et qui sont portés. Alors, ce sont des axes thématiques qui sont importants pour l'action publique, surtout pour la CNSA, mais qui ne sont pas non plus exclusifs. Donc, sur le premier axe, on pourrait vraiment souligner aussi quelque chose qui est très important que j'ai oublié de vous dire, c'est que les troubles du spectre de l'autisme et les troubles du neurodéveloppement sont considérés à tous les âges de la vie dans cette nouvelle version de l'appel à projet. C'est très important parce que, par exemple, sur cet axe 1, seraient attendues certaines recherches pour porter sur l'amélioration du repérage des diagnostics précoces ou tardifs sur les enfants, sur les adultes, sur les adolescents, leurs conséquences sur la vie quotidienne ensuite de ces personnes-là. Sur l'axe 2, il y a certaines attentes sur les établissements, services médico-sociaux et tous les dispositifs inclusifs qui se développent, mais aussi sur les proches, les pairs, les professionnels, les enjeux de formation, d'information, d'accès aux droits et au parcours pour les personnes concernées et pour les aidants. Par ailleurs, la prise en compte des TND ou des TSA dans certains environnements particuliers comme l'environnement carcéral pourrait être tout à fait des projets soutenus.
L'axe 3 porte vraiment sur la problématique de trajectoire, qu'elles soient des trajectoires d'accompagnement, des trajectoires résidentielles, professionnelles, familiales, scolaires, sur les personnes concernées et aussi sur leurs proches. Et enfin, le dernier axe pourrait inviter à déposer, on va dire, des projets de recherche un peu plus en lien avec des perspectives, des comparaisons internationales. Donc voilà à peu près les 4 axes thématiques sur cet appel à projet de recherche thématique qui s'ouvre, je souhaite vraiment à le rappeler, à tous les âges de la vie. Vous verrez aussi dans le texte un paragraphe assez particulier qui est dédié aux données quantitatives, car c'est des éléments qui semblent importants pour l'IRESP et la CNSA. Vous avez quelques exemples de bases de données, de cohortes qui seraient à continuer d'exploiter ou de nouvelles bases de données à développer. La recherche participative et l'interdisciplinarité restent aussi et toujours deux enjeux assez importants pour pouvoir valoriser un petit peu les projets et l'inclusion des parties prenantes dans le cadre de la recherche participative sur ce type d'appel à projet. Je vais vous parler maintenant un peu plus précisément de l'appel à recherche blanc. Donc, on l'a intitulé Session 14, car comme le disait Pearl, on est vraiment dans la continuité de ce qui était écrit et un petit peu attendu et demandé dans les précédentes sessions. On est sur un appel à projet qui reste très large. Si vous avez consulté l'ensemble des textes, vous avez pu voir sur le APAOB et TSA qu'il y a quand même pas mal de thématiques, pas mal d'axes qui sont développés. Ici, l'objectif et de prendre un petit peu le contre-pied et d'inviter vraiment de soutenir la créativité des chercheurs, de soutenir des projets émergents, ambitieux, qui seraient pas encore identifiés finalement par les politiques publiques, qui seraient peut-être des remontées de terrain, des choses comme ça, des tendances que nous n'aurions pas encore identifiées et qui pourraient amener des résultats très intéressants. Il y a quand même quelques exemples de thématiques qui sont listées, mais qui sont là encore très loin d'être exhaustives. Donc, on a listé par exemple la prévention de la perte d'autonomie spécifiquement à destination de la politique de l'autonomie, les questions d'habitat qui peuvent être traitées de manière très large au niveau de l'urbanisme, de l'accessibilité, voilà. L'accessibilité dans toutes ses formes, qu'elles soient cognitives, numériques, territoriales, et encore les enjeux de la transformation écologique et énergétique. Par exemple, comment ces enjeux sont diffusés, compris par les personnes handicapées, ou alors comment ils peuvent être vecteurs de différenciation intergénérationnelle sur ces thématiques-là. Je souhaiterais cependant souligner les projets qui ne seraient pas éligibles à cet appel à projet blanc de recherche. Donc, c'est les projets qui s'inscrivent finalement dans les autres appels à projets du programme Autonomie, les essais cliniques, les expérimentations, les projets qui s'inscrivent exclusivement dans le champ sanitaire, tout ce qui n'est non académique, et les innovations de terrain. Là, je souligne qu'il y a un appel à projet de la CNSA qui s'appelle Action innovante qui existe, et je pense que vous devriez avoir le lien dans le chat pour pouvoir les consulter aussi, car ça ne fait pas partie des éléments qui pourraient être valorisés dans l'appel à projet blanc. Et enfin, je vais vous parler un petit peu plus précisément et un peu plus rapidement encore du dispositif soutien aux communautés mixtes de recherche, SCMR, qui est de la session 4, donc qui est quand même dans la veine des précédentes sessions. Mais là aussi, il y a une certaine évolution. Car précédemment, dans le titre, on parlait de soutien à la structuration des communautés mixtes de recherche. Et là, nous passons au soutien aux communautés mixtes de recherche. Donc, on s'attend quand même à ce qu'il y ait un certain lien qui soit déjà créé entre les différentes parties prenantes, académiques, non académiques, entre les différents disciplines et professionnels qui constitueraient la communauté mixte de recherche. J'insisterai simplement peut-être sur la définition de la communauté mixte de recherche qui est une forme de réseau.
et qui vise vraiment à intégrer autour d'une thématique, autour d'un questionnement, différents registres d'expérience, différentes disciplines. Et quand on parle de professionnels parties prenantes, ça peut être des personnes concernées, des professionnels, des aidants, mais aussi des acteurs de terrain, voire des institutions un peu plus locales. Voilà, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un panel assez large, une mixité des savoirs, des connaissances et des représentations. Donc la communauté mixte de recherche s'inscrit vraiment dans une culture et dans une démarche de recherche participative. Et lorsque vous soumettrez vos dossiers, c'est vraiment des éléments importants. On a conscience que c'est des choses qui sont mouvantes, qui évoluent au fil des projets, etc. Mais un dossier où ce serait bien décrit les rôles de chacun, leur implication, les objectifs et les réalisations de la communauté mixte de recherche, ce serait toujours un plus pour le projet. Au niveau des objectifs, là aussi, ils peuvent être multiples et évoluer tout au long de la vie de la communauté mixte de recherche, mais principalement, c'est l'idée de fédérer, de coordonner, de collecter des données, des connaissances, de diffuser ces connaissances, finalement, d'avoir peut-être une culture, un langage commun autour de ces thématiques et de ces questionnements. C'est de créer des conditions d'émergence de projets de recherche et finalement de fédérer, d'avoir quelque chose de commun sur un espace, un territoire. Et aussi, bien sûr, de penser les restitutions. Au niveau des réalisations, on est sur des actions finalement de travail en commun, de penser les questions et les thématiques en commun, du coup de créer, d'animer, de développer des interfaces, des méthodes et des outils. Les publications seront très importantes. Il faudra aussi qu'elles puissent s'adapter aux différents acteurs et aux différentes professions et disciplines qui constituent la communauté mixte de recherche. Et voilà, pouvoir aussi promouvoir l'intégration des connaissances dans les politiques publiques et les pratiques. Donc, je vous invite à lire chacun des textes pour avoir plus de détails sur les dispositifs de soutien aux communautés mixtes de recherche. Un mot très rapide sur le calendrier des appels, des différents appels à projets et du dispositif de structuration communauté mixte de recherche. Donc, il y a 3 temps forts, un lancement du programme en février, une clôture au mois de mai et des résultats qui arriveront au mois de décembre. Et entre mai et décembre, il y a à peu près 6 phases, 6 temps d'évaluation, de consultation des dossiers. Donc, ça va véritablement de la recevabilité des candidatures, voir si elles sont complètes, leur complétude, une éligibilité administrative, ensuite une éligibilité scientifique qui est faite par le CSE. Et l'objectif vraiment, là, c'est pour cette éligibilité-là, c'est vraiment aussi faites très attention aux résumés de soumission que vous allez intégrer dans vos dossiers de candidature. Ce sont des résumés qui sont très importants, qui permettent normalement de bien identifier les thématiques, les axes de vos projets, mais aussi les objectifs et les retombées ou les résultats attendus. Donc ça, c'est vraiment un élément très, très important. Ensuite, pour les projets qui vont passer ces 3 premières phases, il y a une évaluation scientifique qui est faite, qui prend un temps assez long, parce qu'il y a un temps, en suivant le type de projet, de recherche d'experts anonymes, et aussi de distribution à 2 rapporteurs du CSE, des différents projets, et ce sont les personnes qui vont porter et rapporter le projet ensuite lors de la dernière réunion du CSE, qui est vraiment un grand moment collégial entre tous les membres du CSE, où tous les projets qui sont passés à l'évaluation scientifique sont rebalayés, jugés, classés, et ensuite ce classement est proposé aux financeurs, donc à la CNSA, pour avis d'opportunité en financement. Et donc, ça a fait l'objet du dernier temps, qui est la réunion du financeur, où la CNSA va, en fonction du classement proposé par le CSE, financer ou non certains projets. Ensuite, au mois de décembre, il y a les lauréats qui sont diffusés et un temps de convention qui peut aller jusqu'à 6 mois à partir de la diffusion des lauréats. Enfin, comment candidater? Donc, la procédure de soumission, elle se fait en ligne sur une plateforme qui s'appelle EVA3. Vous aurez à compléter un formulaire. Donc là aussi, faites très attention.
il y a une seule personne qui peut déposer et ce sera la personne qui est porteur de projet et que ce sera avec elle que l'INSERM, l'IRESP, la CNSA échangera tout au long du projet s'il est lauréat. Donc c'est vraiment voilà, la personne pivot qui doit déposer ce projet-là. Au niveau des documents, donc il y a un dossier en format Word qui est le dossier de candidature. Pour tout ce qui est pièces annexes, vous devez les intégrer dans ce format-là, dans ce document-là, parce que ça ne peut pas être téléchargé sur EVA 3 sinon. Et l'annexe budgétaire qui est aussi très importante à bien compléter, car ce sont des éléments que les membres du CSE vont quand même bien regarder, ils vont être très attentifs aux équipes, au nombre de personnes qui composent ces équipes, au temps qui sont au calendrier et au temps de travaux qui sont dédiés, et aussi bien sûr au budget qui est demandé. Voilà. Et bien sûr, veiller à ce que les dossiers soient bien complets et signés lors de la soumission. Donc, on va passer, je vais arrêter de partager mon écran et on va pouvoir passer à quelques temps de questions, de diffusion des questions. Donc, j'invite la CNSA et l'IRESP à enclencher leur caméra si elles le souhaitent pour pouvoir ensuite répondre aux différentes questions. Donc, j'ai une toute première question qui concerne, alors, est-il possible de porter un projet si l'on n'est pas titulaire ou employé dans la structure ou le laboratoire d'accueil? Donc, il me semble qu'il y a une première personne de l'IRESP, Mélanie, qui pourrait répondre. Oui, je vais prendre du coup la main pour répondre à cette question. Donc, effectivement, c'est possible de porter un projet si on n'est pas titulaire ou employé dans la structure ou laboratoire d'accueil. Ce qui est prévu dans le guide du candidat, c'est que il est possible, si une promesse d'embauche de la structure sur toute la durée du projet est jointe au dossier de candidature. Voilà, après, je vous conseille de vous rapprocher surtout du pôle RH ou de la direction de votre structure pour avoir justement cette lettre d'embauche. Eh bien, merci. Nous avons, oui, donc ça c'est bon sur. On nous a demandé dans le chat si on pouvait mettre le lien sur l'appel à projet innovation de la CNSA et il me semble que Pearl voulait apporter peut-être quelques précisions sur cet appel à projet. Alors, sur les appels à projets innovation, non, on va pas pouvoir répondre à toutes vos questions. Par contre, il y a 2 webinaires, donc l'équivalent de ce webinaire-là, mais sur les actions innovantes qui sont en ligne. Et donc, je vous ai mis les liens pour l'instant vers le site de la CNSA pour l'appel à projet innovation. Donc, il y a à la fois un appel à projet blanc et un appel à projet thématique qui, cette année, porte sur la participation dans les établissements médico-sociaux. Mais je vais vous mettre le lien vers les webinaires d'information qui portent à la fois sur le thématique et sur le générique. Je suis en train de vous les chercher et je vous les mets dans la conversation. Très bien, merci. On avait aussi une autre question sur une précision sur les calendriers des appels à projets des dispositifs. Donc, en fait, on a 2 temps de calendrier. Un calendrier qui va concerner les appels à projets, donc les 3 appels à projets APAOB, TSA, TND, le dispositif SCMR et l'appel à projet blanc. Là, c'est la slide que je vous ai montrée tout à l'heure où c'est l'ouverture est de février jusqu'au 5 mai, 17h heure de Paris pour pouvoir déposer sur la plateforme EVA 3. Et ensuite, il y a tout le processus d'évaluation administrative, d'éligibilité, puis ensuite d'évaluation scientifique pour des résultats qui seront pour le mois de décembre. Les porteurs de projets sont informés aussi par mail aux différentes étapes si jamais ils sont pas reçus à l'une des différentes étapes d'évaluation des projets. Ils sont informés par courrier envoyé par mail. Pour les doctorants, on va en parler juste après. Là, la clôture se fera de manière plus précoce le 21 avril pour que nous puissions faire un temps d'évaluation assez conséquent et mettre en place les financements pour le mois de septembre. Je sais pas, je crois que Marion, tu souhaitais peut-être compléter ou... Non, là, c'était très complet. Ok. Nous avons une autre question. Alors, est-il nécessaire de déposer un CPP avant de soumettre un dossier de candidature pour un appel à projet?
Mélanie, il me semble que tu souhaitais peut-être répondre à cette question. Oui, je peux. Après, vous pourrez aussi compléter. Alors, non, ce n'est pas nécessaire. Mais effectivement, la question, c'est une bonne question parce que ça permet aussi peut-être d'anticiper le temps, la durée qui sont liées aux démarches réglementaires. Et aussi, peut-être, je peux préciser, c'est que les durées qui sont accordées pour les projets sélectionnés doivent contenir aussi ce temps de démarche réglementaire. C'est-à-dire, voilà, la durée, c'est aussi bien le temps de démarche réglementaire qu'après la mise en place du projet, le suivi et voilà, la fin avec le rapport final. Et merci beaucoup. Et en effet, juste pour compléter, dans plusieurs textes d'appel à projet, vous avez différents encadrés sur, alors c'est pas forcément en lien complètement avec les CPP, mais c'est en lien avec tout ce qui est un peu administratif. Voilà, anticiper aussi dans vos calendriers d'appel, enfin de réponse de candidature, anticiper vraiment les temps d'accès aux données. Parce que c'est aussi des temps qui sont importants, longs. Pensez aussi, quand vous avez beaucoup d'équipes, au temps de conventionnement entre ces équipes, parce que ça aussi, ça peut ralentir des fois le démarrage du projet. Et voilà, en effet, tout ce qui est CPP, comité d'éthique, ça aussi, ça prend pas mal de temps. Et c'est, voilà, quand on constate dans un calendrier que c'est des choses qui sont pas forcément clôturées, mais déjà amorcées, anticipées et pointées, c'est toujours plutôt rassurant sur la qualité du calendrier proposé. Peut-être qu'on peut prendre encore trois petites questions avant de passer au dispositif sur les doctorants. Alors, Peut-être Célia, moi, oui. je vais peut-être apporter un élément complémentaire qui sera aussi un élément de réponse à plusieurs questions que j'ai vues concernant les thématiques. Pour préciser que dans les critères d'exclusion sur les différents appels qui ont été présentés, si un projet porte uniquement sur le secteur sanitaire, dans une logique patient et soins, il ne sera pas retenu, il sera probablement écarté lors de l'éligibilité scientifique. Donc, tout ça pour vous dire que, par exemple, des projets qui vont porter sur des ateliers d'éducation thérapeutique du patient, pourquoi pas, sauf si c'est uniquement dans le secteur sanitaire et qu'on est sur les soins. De la même manière, remonter les expériences patients, voilà, il faut que vous ayez vraiment en tête la dimension médico-sociale, accompagnement. De la même manière, il y avait une question sur... je l'ai perdu sur le sommeil, ah oui, sur trouble du spectre autistique. Donc pareil, si on n'est pas dans une logique vraiment uniquement soins associés au sommeil, pourquoi pas, sachant que dans le texte TSA, TND et SHS, les axes qui sont mis en avant sont des axes prioritaires, ils ne sont pas exclusifs. Donc si vous avez un projet qui s'inscrit dans le domaine des sciences humaines et sociales et qui va concerner ces publics, vous pouvez le déposer, sachant que voilà, après derrière il y a un avis d'opportunité et s'il y a des projets qui sont de qualité égale et l'un qui est dans un des axes prioritaires et pas l'autre, il y aura voilà, la priorité agira à ce niveau-là, disons, pour la sélection. Donc il faut que vous soyez conscient de ça et bien avoir cet élément par rapport au secteur sanitaire. Et si la CNSA veut compléter sur ce point, n'hésitez pas, parce que la frontière n'est pas toujours simple à saisir. Oui, alors je suis désolée, j'étais en train de répondre en même temps à d'autres questions dans les commentaires. Alors je perds un peu le fil, mais oui, c'était sur le champ de l'autonomie, c'est ça? Oui, donc j'ai entendu que tu avais répondu qu'effectivement, il ne faut pas que ça soit du tout que en lien avec le sanitaire. Il faut même si effectivement, ce que je vous ai dit, c'est que la question des intersections entre par exemple, les différents types de politiques publiques peut avoir un intérêt pour nous. Mais voilà, il faut quand même que ça croise les thématiques du médico-social, les politiques de l'autonomie, donc voilà, qui concernent les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées en perte d'autonomie. D'accord, très bien. Il y avait une autre question, peut-être la dernière avant qu'on passe au dispositif doctoral. Donc, vraiment, n'hésitez pas, si vous continuez à poser vos questions, on les compile toutes et ça nous aidera à constituer la nouvelle version de la foire aux questions pour 2023.
Donc voilà, désolée si on ne peut pas répondre à toutes vos questions là en direct, mais voilà, vous aurez potentiellement une réponse dans la prochaine version. Donc une toute dernière question sur le dispositif SCMR. Donc pour l'appel à projet dispositif SCMR, comment inscrit-on les partenaires dans les équipes? Toutes les associations doivent être, par exemple, inscrites. Donc, juste, ça me permet de faire un petit point sur le nombre d'équipes qui sont possibles dans dans les dossiers de candidature. Donc, pour SMR, vous êtes limité, enfin, pour tous les appels à projets et le dispositif SMR, vous êtes limité à 10 équipes. Dans les appels à projets, vous êtes limité au financement de 5 équipes, plus l'équipe du porteur de projet. Et il peut y avoir jusqu'à 10 équipes qui peuvent être financées dans le cadre du SCMR. Il est possible qu'il y ait d'autres équipes qui souhaitent être intégrées, dans ces cas-là, il faut absolument que vous puissiez nous contacter à l'adresse que vous avez vue plusieurs fois diffusée dans le chat et qui est sur tous les dossiers, voilà, l'adresse autonomie.iresp pour qu'on puisse voir avec vous comment prendre en compte ces équipes supplémentaires. Mais chaque équipe doit être bien détaillée et dans le dossier de candidature, vous pouvez mettre autant de lignes que possible pour membres d'équipe que possible. Voilà. Eh bien, bah écoutez, je vous propose de passer au dispositif doctoral. Donc, je vais maintenant vous parler de manière un peu plus précise vraiment du nouveau dispositif qui est vraiment le dispositif dédié au financement de contrats doctoraux de 3 ans et au financement de 4e année de thèse. Donc là aussi, vous pouvez consulter déjà l'ensemble des textes du programme et du dispositif du programme Autonomie 2023 sur le site de l'IRESP. Le texte vraiment dédié aux doctorants, le guide du candidat qui est dédié aux doctorants, et là aussi, donc bon, ce sera pas mis à jour, ce sera complètement créé. Il y aura une foire aux questions qui sera créée, qui sera consultable sur les pages du site de l'IRESP et qui sera dédiée aux doctorants. Donc pourquoi finalement des modalités de financement doctoral? Donc en fait, voilà, il y a, comme le disait Marion Cipriano dans la présentation de l'IRESP, il y a des post-doctorants et des doctorants qui ont très largement œuvré dans le champ de l'autonomie, dans les différents projets qui ont été financés. Cependant, c'était dans le cadre de projets et ils n'avaient pas beaucoup de visibilité par rapport à leur projet de thèse à eux. Donc l'objectif, il y a 2 éléments. C'est d'abord de soutenir directement, d'identifier et de soutenir directement les jeunes chercheurs et de peut-être les attirer et les fixer dans le champ de l'autonomie. Mais aussi, c'est de donner de la visibilité aux projets de thèse qui sont en cours sur 3 ans et qui seront aussi financés pour une potentielle 4e année. Donc, qui peut prétendre vraiment à un financement doctoral? Donc déjà, que ce soit pour les 3 ans ou pour une 4e année, il faut vraiment être inscrit dans une école doctorale d'un établissement supérieur d'enseignement supérieur en France. Ça, c'est une règle sur laquelle on ne pourra pas évoluer, on ne pourra pas jouer, en tout cas sur cette année-là. C'est vraiment très important. Il faut aussi que l'ensemble des thèses qui sont soumises soient dans le champ des différents textes, des appels à projets du programme Autonomie. Donc c'est pour ça qu'on invite les doctorants à bien consulter les différents textes d'appels à projets, APAOP, TSA, TND, SHS, et puis aussi le blanc pour pouvoir bien s'imprégner un petit peu de l'ADN du programme Autonomie pour cette année 2023. Pour un financement doctoral de 3 ans, donc il faut être titulaire finalement d'un Master 2 en SHS ou en santé publique. Il faut aussi du coup être inscrit en première ou en 2e année de thèse sur l'année universitaire 2023-2024. Et l'objectif, on autorise cet axe de 2e année de thèse, il faudra quand même bien le justifier et bien montrer que c'était quand même une année préparatoire aussi, voilà, que il est demandé dans le dossier de candidature un calendrier, il est demandé de bien aussi justifier son projet de thèse. Donc, c'est vraiment des éléments qui seront très importants et qui seront analysés par les membres du CSE. Pour un financement doctoral de 4e année, donc là aussi, il faut toujours être dans le champ de l'autonomie, en SHS ou en santé publique. Et c'est ouvert aux personnes qui ont déjà ou non obtenu un soutien doctoral, contrat doctoraux, bourse ou autre.
Donc, le dossier, normalement, doit être réalisé en cours de 3e année de thèse pour pouvoir ensuite enchaîner avec ce financement de 4e année de thèse. Oh, pardon, je suis allée un peu vite. Donc, au niveau du calendrier du dispositif, donc c'est ce que je disais tout à l'heure à l'oral, il est un petit peu différent de ce qui a été fait et proposé de manière assez générale sur les autres appels et dispositifs du programme Autonomie. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus resserré. Donc, il y a un lancement au mois de février, comme pour les autres programmes, textes, pardon. Ensuite, la clôture, elle est avancée au 21 avril 2023. Là, ensuite, on est à peu près sur le même dispositif avec un travail sur la recevabilité, l'éligibilité administrative, puis ensuite scientifique, une expertise qui est mise en place par les membres du CSE et un premier classement qui va aboutir à la sélection de certains candidats pour une audition. L'audition, elle se fait en visioconférence. Elle sera normalement pour la mi-juin. Et l'objectif, c'est de prendre contact avec le doctorant. Donc celui-ci, il aura 10 minutes pour présenter son travail de thèse réalisé en cours de réalisation, ses objectifs, son calendrier, etc. Il y aura ensuite 10 minutes d'échange et de questions avec les rapporteurs qui auront suivi le dossier, et puis le reste des membres du CSE. Et ensuite, il y aura les membres du CSE vont délibérer entre eux, et ensuite, il y aura un classement, comme pour les projets un peu plus classiques, un classement, un avis d'opportunité pour la CNSA, et ensuite un classement final des lauréats. L'objectif, c'est de publier les résultats en juillet 2023 pour que les conventionnements soient faits et le financement puisse être débloqué le plus tôt possible pour qu'en tout cas, au début de l'année universitaire, septembre-octobre, les choses puissent se mettre en place plus facilement. En fonction c'est la première année qu'on remet ça en place, donc en fonction du nombre de candidatures et de la qualité des candidatures, il sera tout à fait possible qu'il y ait une liste un petit peu subsidiaire de lauréats au moment, ce qui permettra, s'il y a un désistement parce qu'un doctorant aura eu un financement entre-temps, de pouvoir piocher dans cette liste subsidiaire les différentes personnes qui seront classées. Mais là, ça dépendra du coup du nombre de dossiers qui seront reçus. Donc, comment soumettre votre candidature? Donc là, attention, comme ce que je disais sur le porteur de projet, le doctorant, c'est un petit peu le porteur de son projet, de sa thèse. Donc, il va candidater en son nom et il sera le seul interlocuteur de l'IRESP, de la CNSA si son projet est financé. Voilà, ce sera vraiment cette personne-là qui sera l'interlocuteur. Là encore, je rappelle que c'est vraiment des projets en lien avec l'autonomie, en SHS et en santé publique. Il faut que vous créez votre formulaire sur EVA3, que vous le complétiez. Alors par contre, le dossier de candidature est un petit peu plus léger par rapport au dossier de candidature des autres appels et dispositifs, car il n'y a qu'un dossier Word avec des pièces et des signatures, bien sûr, à fournir en complément. Il y aura une annexe budgétaire qui sera mise en place et délivrée uniquement aux lauréats. Voilà. Là, ce sera vraiment... il vous est demandé dans le formulaire EVA3 de manière indicative le coût. Donc là, on vous invite à vous rapprocher de vos universités pour pouvoir vraiment voir à peu près de manière un peu précise quand même le coût que ça représenterait pour pouvoir le compléter dans le formulaire EVA3. Et surtout aussi respecter le calendrier de soumission. Si vous avez une question à ce sujet-là, vous pouvez aussi voir sur le site internet de l'IRESP et aussi du coup nous envoyer un mail sur autonomie.iresp. Je propose du coup qu'on puisse prendre un petit temps de questions parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur les doctorants.
Alors, une toute première question. Célia, Pardon. pendant que tu prends les questions, je vais aussi refaire une intervention un peu transversale parce que Oui. je vois qu'il y a aussi beaucoup de questions qui remontent sur des sujets très précis. Est-ce que si je travaille sur telle intervention, etc. Donc, on va pas répondre forcément aux questions sur votre projet précisément, mais vous donner les éléments et ensuite vous pouvez revenir vers nous. Donc, il y avait une question, c'est aussi est-ce qu'on peut vous donner votre point de vue et vous accompagner par rapport à la thématique. Donc, on peut vous donner notre point de vue, mais sachez que ensuite c'est le comité scientifique d'évaluation qui validera ou non si votre projet est éligible en s'appuyant vraiment sur les textes des appels à projets, donc à lire de manière très attentive. Aussi, pour vous donner un élément, qu'est-ce que le comité scientifique d'évaluation pour l'éligibilité? Il y a plusieurs choses qui regardent. C'est est-ce que c'est donc dans le champ thématique, mais est-ce que c'est un projet de recherche? Et donc ça, c'est un élément qui est très important parce que on a toutes les années un certain nombre de projets qui sont pour développer une intervention, pour mettre en place une action innovante, etc., mais qui sont pas des projets de recherche ou pour lesquels il n'y a pas forcément de compétences d'équipe de recherche propre. Et donc ça, c'est aussi vraiment un critère d'exclusion. Donc voilà, ayez bien ça en tête dans les questions. C'est est-ce que c'est un projet de recherche, est-ce que ça rentre dans le champ thématique et est-ce que ça rentre dans les champs disciplinaires de chacun des appels. Ce sont un peu les trois questions qu'ils se posent et qui régissent un peu l'éligibilité scientifique. Voilà. Donc, ensuite, je te laisse Célia pour les questions plus précises. Ok, merci beaucoup. Merci pour ces précisions. On a une première question qui demande un candidat qui prévoit de s'inscrire en première année en septembre 2023, ce qui peut déposer ou pas sa candidature. Donc oui, il peut tout à fait déposer sa candidature. Il faut qu'il mette son diplôme de Master 2. Et juste, ça permet aussi de vous alerter aussi sur le fait que il faut que lorsque vous déposiez, vous ayez quand même identifié un directeur de thèse parce que il est demandé une lettre de recommandation du directeur de thèse. Il est demandé aussi dans le dossier de candidature l'intérêt, l'enjeu de cette thèse pour le laboratoire. Voilà, il faut quand même que les liens soient déjà bien amorcés et que les échanges aient été réalisés en amont avec l'institution, l'école doctorale et surtout le directeur de thèse qui va porter, en tout cas accompagner le doctorant tout au long de sa thèse. Donc ça, c'est des éléments aussi importants à avoir en tête et à avoir réalisé au moment de votre soumission. Je ne sais pas si vous souhaitez compléter cette réponse. Marion, Mélanie, Pearl. Non, c'est bien complet, Célia. Ok. Alors, une autre question. Est-ce que les thèses sont toujours finançables dans les autres appels à projets, si elles s'inscrivent plus globalement dans les projets de recherche? Mélanie, je pense que tu souhaiterais peut-être répondre. Oui, effectivement, c'est toujours possible. Voilà, je ne sais pas si vous voulez mettre plus d'éléments. Moi, je pense que oui, la réponse était claire. Ça renvoie juste quand même à une autre question, Célia, qui était aussi est-ce qu'il est possible de candidater à la fois dans un appel Alors, la question n'est pas très claire, mais derrière, l'idée, c'est de candidater pour une thèse et de candidater, je pense, au sein d'un appel pour faire financer la thèse. Oui, je la vois. Donc là, on vous demande de faire un choix parce qu'on ne va pas faire évaluer les choses deux fois. Et en plus, rendre les choses bancales, c'est un financement qui est accordé et pas l'autre, etc. Ça risque surtout de desservir les deux candidatures. Donc voilà, vous vous positionnez sur l'un ou l'autre, c'est préférable. Très bien, merci. Alors, il y avait une autre question aussi. Excusez-moi, il y a beaucoup de questions sur les doctorants. J'essaye de les trier. Là, il y a une question. Peut-on être coordinateur et demander le financement de son salaire en tant que post-doctorant? Merci de votre réponse. Mélanie, je pense que tu t'étais positionnée. Là, il me semblait que c'était plus une question dans le cadre d'un projet de recherche.
Ah Donc, oui, peut-être. mais alors, bon, je peux quand même donner la réponse et voilà. Donc en fait, effectivement, il est possible d'être coordonnateur d'un projet en étant doctorant, pardon, et effectivement d'inscrire aussi son salaire dans le budget du projet. Très bien. Du coup, ça me fait rebondir sur une autre question qui va bien pouvoir éclairer les deux, je pense. Là, bien spécifique sur ce dispositif doctoral. Donc, pour un projet postdoc d'une durée de 2 à 3 ans, est-il plus judicieux de postuler sur l'appel à projet doctorant ou sur les appels à projet plus classiques? Mais en fait, c'est pas la même chose, les doctorats et les postdocs. Ouais. Donc là, l'appel doctorant, c'est uniquement pour les subventions doctorales, pour une thèse, un financement pour 3 ans de thèse ou pour une 4e année pour ceux qui sont dans la situation décrite par Célia, mais les postdocs peuvent éventuellement s'intégrer dans des projets complets qui ont été présentés auparavant. Mais en aucun cas, l'appel subvention doctorale n'ira financer les postdocs. Voilà, pour être très clair sur ce sujet-là. Et je rebondis sur une question aussi un peu administratif. Pour des personnes qui sont actuellement en 2e année de thèse, vous ne pouvez pas demander effectivement de 4e année maintenant, mais l'objectif avec cette nouvelle modalité de soutien qu'on porte ensemble avec la CNSA, c'est aussi de se placer dans la durée. Donc normalement, vous voyez, on a une certaine continuité dans les appels à projets, même s'il y a des refontes et des ajustements chaque année. L'objectif, c'est de relancer quelque chose qui soit dans la continuité de ce qu'on vient de faire l'année prochaine. Donc, même s'il n'y a pas de convention signée là-dessus, etc., c'est comme ça qu'on prévoit d'avancer. Pour qu'on puisse garder un petit peu de notre timing, on a un dernier point à faire on souhaitait vraiment pouvoir vous diffuser sur le suivi des lauréats. Donc voilà, on souhaitait vraiment sur le tout dernier quart d'heure, avant de prendre peut-être une ou deux dernières questions, vous parler vraiment du suivi des lauréats. C'est un élément qui est assez important pour la CNSA et l'IRESP. Donc il y a une page déjà qui est dédiée au suivi des projets financés, qu'on vous invite à consulter sur le site de l'IRESP. Il y a à nouveau l'adresse autonomie qui est votre porte d'entrée pour toute question et que voilà, vous suivi. Et vous avez aussi une adresse spécifique sur le suivi de projet. Donc là, si c'est des projets qui ont été déjà lauréats ou quoi que ce soit, c'est une adresse qui est aussi importante à connaître. Donc le suivi des projets financés. Donc il y a deux modalités différentes du coup. Donc il y a les projets qui sont de moins de 20 mois, pour lesquels on a 2 phases vraiment de suivi qui sont importantes. À 6 mois du projet, on demande un rapport d'étape. Donc c'est presque un petit peu comme un rapport d'activité, ce rapport d'étape, hein, c'est assez succinct, mais c'est très précieux. Ça concerne vraiment si le projet est bien lancé, quelles sont aussi les difficultés qu'ont rencontrées les porteurs de projets. Et là, on peut déjà vous alerter sur les complexités qu'on a soulignées auparavant sur l'accès aux bases de données, le temps de conventionnement avec l'ensemble des partenaires et des équipes, qui sont des temps qui peuvent être longs et qui sont souvent visés par les porteurs de projets comme étant source d'un potentiel retard sur le projet. Donc c'est quand même un document assez important à transmettre à l'IRESP lorsque ça fera 6 mois que vous aurez commencé votre projet. À la fin de la convention, pour les projets de moins de 20 mois, vous devez fournir un rapport final scientifique et un rapport financier. Donc, sur le rapport final scientifique, c'est vraiment un point important parce que, comme vous l'avez entendu lors de la présentation de la CNSA, se positionne en 5e branche de la sécurité sociale. Donc, il y a vraiment des attentes envers les projets de recherche sur tout ce qui est recommandations et pistes de recherche. Voilà, ça, c'est des choses très importantes et ce sont des dossiers qui sont lus, qui sont attentivement pris en compte par le financeur. Donc, et qui feront aussi l'objet de publications, valorisation et de vulgarisation. Pour les projets qui sont plus de 20 mois, on a un petit peu le même schéma avec un rapport d'étape à 6 mois. À mi-parcours, par contre, on demande un rapport intermédiaire beaucoup plus complet et un rapport financier aussi de l'état du financement du projet.
Là, le rapport intermédiaire, il va être évalué aussi scientifiquement, donc souvent par un expert anonyme ou un rapporteur qui a suivi le projet lors de sa soumission. Donc, c'est important qu'on ait les indications sur les premières pistes, les données qui ont été compilées, les premières pistes de résultats, les difficultés qui ont été rencontrées. Voilà, c'est vraiment très important qu'on ait ces éléments-là pour pouvoir aussi vous accompagner s'il y a des difficultés qui sont rencontrées. Et pareil, à la fin de la convention, il y a un rapport final scientifique qui est attendu. Et là, c'est un petit peu comme ce que je vous disais sur les rapports, les projets de moins de 20 mois. L'objectif, c'est vraiment d'apporter des résultats de recherche, d'apporter des données et d'apporter aussi des recommandations pour les politiques publiques. Là encore, les actions de valorisation, publication et vulgarisation pourront être proposées par l'IRESP et par la CNSA. À l'IRESP, on a une petite base de données des projets qui ont été financés, qu'on essaye de mettre à jour assez régulièrement, où vous pouvez consulter le résumé de soumission du projet qui a été déposé, les équipes qui constituent le projet et les actions de valorisation aussi qui ont été mises en place. Donc là aussi, lorsqu'il y a des publications qui sont mises en place, qui sont diffusées, n'hésitez pas à nous les transmettre pour qu'on puisse les rediffuser et puis voilà, ensuite continuer à faire vivre un petit peu les résultats du projet. Tous ces éléments-là et ce suivi en 2 ou 3 temps, c'est des éléments qui sont assez importants parce que ça peut nous permettre, dans le cadre du suivi de projet, d'anticiper et de cadrer de potentiels besoins de prolongation. Les prolongations, c'est vraiment des choses assez spécifiques. Elles ne sont pas automatiques. Il faut vraiment anticiper ces prolongations-là, sachant que les dates des rapports, les dates de début de fin de convention, les dates où vous devez envoyer les rapports sont toutes indiquées dans la convention que vous signerez lorsque vous serez lauréat de l'appel à projet ou du dispositif. Donc c'est vraiment, même si c'est votre organisme qui va signer la convention, c'est important que vous puissiez, vous, en tant que porteur de projet, lire cette convention et suivre à peu près les dates de remise des différents livrables. Pareil, dans le cadre de l'anticipation des prolongations, c'est important que vous puissiez mettre et nous faire part lors de ces rapports, mais aussi à d'autres moments de vos difficultés parce que on essaye de vous accompagner, de débloquer certaines situations. Pour certaines recherches, on met en lien les chercheurs avec d'autres structures quand il y a des difficultés d'accès aux données ou d'accès à certains terrains. Voilà, on essaye vraiment de répondre à vos sollicitations. Donc voilà, et pour les doctorants, il y a un rapport annuel qui va être demandé à chaque année et on va aussi demander une synthèse finale un petit peu lors de la fin du financement de 3 années de contrat doctoral ou du financement d'une 4e année de thèse. Pour les doctorants aussi, nous avons, comme c'est la première année, ambition de créer courant 2024 un petit temps d'échange avec les personnes qui auront été lauréates de ce dispositif pour un petit peu recueillir aussi les attentes, pouvoir faire aussi des échanges avec d'autres structures comme l'ILVV par exemple ou voilà, le PPR aussi, pouvoir faire un petit peu du lien et du réseau entre les différents lauréats. Voilà ce que j'avais un petit peu à vous dire sur le suivi des projets financés. Il nous reste 10 minutes, donc si vous le souhaitez, on peut reprendre quelques questions pour clôturer ce webinaire. Je vois que Marine Boisson-Cohen nous a rejoint aussi. Bonjour. Oui, bonjour, Marine Boisson-Cohen, directrice de la prospective et des études à la CNSA. Je travaille avec Paul Moret et je participe à la dernière séquence de questions. Merci. Du coup, j'en profite pour que vous soyez là pour vous poser une première question. Paul s'était positionné, vous pourrez peut-être compléter si vous souhaitez. C'est au niveau des enveloppes
Quelle est l'enveloppe consacrée à l'ensemble des projets? Avez-vous des informations sur les enveloppes consacrées à chaque AAP, s'il vous plaît? Alors, vous avez déjà des éléments qui ont été donnés par le Moret et qu'elle a repassé notamment dans le chat. Nous finançons en fonction de l'opportunité et de l'intérêt des projets. Donc, c'est une enveloppe qui, en général, se situe entre 2 millions et 2,5 millions d'euros chaque année pour environ une quinzaine de projets. Il n'y a pas de répartition a priori entre les appels à projets. Mais comme ça a bien été présenté, l'appel à projet principal, APAOB, sur l'analyse des politiques, de l'offre et des besoins, avec ses 5 axes, a évidemment vocation à accueillir le plus grand nombre de projets soutenus. Très bien, merci beaucoup. Nous avons une autre question sur les doctorants. Alors, est-il possible pour un doctorant non boursier et à temps partiel de postuler pour bénéficier d'un contrat doctoral afin de réaliser parallèlement une autre thèse en santé publique? Marion, il me semble que tu t'étais positionnée, je ne sais plus. Oui, je crois qu'il y a déjà des éléments qui ont été donnés, mais il faut rappeler que le contrat doctoral est un contrat temps plein. Et donc, comme toute activité temps plein, il n'est pas cumulable avec des activités autres qu'accessoires. Accessoires, ça peut être donné, par exemple, un enseignement, mais en aucun cas un travail à temps partiel ou un master 2 ou une autre thèse. Très bien, merci. Alors, j'essaie de trouver une autre question. Peut-être Célia, si je peux t'aider, il y a une Ouais, question merci. sur le champ disciplinaire pour les thèses, si ça peut être une approche monodisciplinaire, bien sûr, dans le cadre des thèses, ça sera même souvent le cas. Par contre, dans le cas des projets complets, on encourage à des approches pluri- ou interdisciplinaires, mais ce n'est pas exclusif. Il peut y avoir des très bons projets qui sont monodisciplinaires et dont l'approche monodisciplinaire correspond très bien à la problématique posée, aux hypothèses. Et donc, il n'y a pas de contrainte sur l'interdisciplinarité ou la pluridisciplinarité. Par contre, si le sujet, les objectifs que vous vous fixez appellent à une approche pluridisciplinaire et vraiment qui est une complémentarité entre les différentes disciplines. Là, pour le coup, si vous êtes monodisciplinaire, ça passera pas. C'est quelque chose que le CSE, le comité scientifique, regarde très précisément pendant l'évaluation, la pertinence des disciplines, également la manière dont elles vont travailler ensemble. Et aussi dont elles ont travaillé ensemble pour élaborer le projet, parce qu'on voit très bien dans les projets, s'il y a une partie qui a été rédigée par un sociologue, une autre par un épidémio, et qu'il n'y a pas eu de dialogue, c'est quelque chose aussi qui se voit et qui n'est pas forcément, qui ne va pas aller dans le sens positif pour le projet. Très bien, merci beaucoup. On avait aussi une autre question. Savoir si l'année supplémentaire devait forcément être la 4e année. Donc oui, il faut que vous... Peut-être on y a déjà répondu, je ne sais plus, désolée. Il y a beaucoup de questions. Donc oui, il faut que vous déposiez votre dossier en cours de 3e année pour bénéficier de la 4e année de financement de thèse. Ah oui, je vois qu'il y a des réponses qui ont été faites dans le chat aussi. Sur les doctorants, encore pas mal de questions. Alors, dans le cadre d'un financement, là ça rejoint la réponse précédente que je viens de faire, dans le cadre d'un financement d'une 4e année pour avril 2024, on me demande si les financements sont calqués sur l'agenda universitaire et en effet, c'est le cas. Donc, nous, on fera
maximum pour que les financements puissent être mis en place en septembre. Justement, c'est pour ça qu'on a raccourci le calendrier de candidature et que l'annonce des résultats est faite en juillet pour une mise en place des financements en début d'année universitaire. Alors oui, il y en a qui ont répondu aussi là dans le chat. Il y a une question sur les dépenses de fonctionnement liées aux travaux de thèse. Ah Est-ce oui. que peut-être Mélanie ou Célia, si vous voulez répondre à cette question, ce que ça recouvre? Oui, c'est pour finalement les travaux, c'est tout le fonctionnement ou tous les besoins qui est nécessaire pour la mise en place d'un terrain ou aussi pour des missions, pour des déplacements. Voilà ce que ça recouvre. Ça doit être justifié lors de la demande. Je sais pas si vous vouliez compléter aussi, Marine, je vois que ton micro est éteint. On peut peut-être prendre une dernière question. Donc là, Je prends une dernière question ouais. qui est sur les doctorants, mais qui rejoint aussi tous les projets. S'il faut faire référence au texte dans le cadre de la rédaction des candidatures, faire référence au périmètre sur à quel appel à projet ça renvoie, vu que dans doctorant, comme dans soutien aux communautés mixtes de recherche, le périmètre est moins décrit puisqu'il correspond au périmètre des 3 autres appels. Donc APAOB, SHS, TSA, TND et le blanc. Donc bien sûr, dans la lettre, il faut mettez au maximum, enfin dans votre dossier de candidature, mettez bien en avant en quoi ça s'inscrit dans les champs. Dans le champ, parce que c'est quelque chose de toute façon dans la phase d'éligibilité qui doit être évident. Si généralement, pour vous dire comment ça se passe, pour la première phase, souvent le comité regarde en priorité le résumé et ensuite, bon, si besoin, on va chercher dans le projet. Mais si dans le résumé, déjà on se dit oulala, ça n'a pas l'air dans le champ, c'est que déjà il faut que ça apparaisse de la manière la plus claire possible. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le mettre très clairement. Ça facilitera l'éligibilité. Merci beaucoup, Marion, pour cette réponse. Et ça permet aussi d'insister aussi sur l'importance du résumé, que ce soit pour les doctorants et aussi pour les autres textes. Il est 15h30, on va peut-être prendre une toute dernière question. Je ne sais pas si... Il y avait une question, si on est dans le même bureau avec Marine, ça résonne. Ah, d'accord. Il y avait une question sur est-ce que si on a exercé entre le M2 et le fait de postuler un contrat doctoral, est-ce que c'était possible? Et je viens de marquer que oui, c'est possible a priori. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je pense que là, comme il est 15h30, nous s'était laissé 1h30 pour ce temps de webinaire. Je vais tous vous remercier pour votre attention, vos nombreuses questions qui vont aider à alimenter les foires aux questions 2023. Donc, celle des textes du programme et dispositif SCMR 2022 qui va être mise à jour et la nouvelle qui sera créée pour les doctorants, qui seront bientôt disponibles sur le site de l'IRESP. Je tiens à remercier aussi Laura, Julien, Mélanie, Marion, toute l'équipe de l'IRESP et l'équipe de la CNSA, Pearl et Marine pour avoir contribué à ce webinaire et répondu aux questions. Et je passe la main à Marion Cipriano du coup pour clôturer ce webinaire sur les prochains événements à l'IRESP et à la CNSA.
Je m'associe à Célia pour tous les remerciements et aussi, écrivez bien à l'adresse autonomie et pas à l'adresse directe de Célia. Et donc la CNSA et l'IRESP feront en sorte que vous ayez vos réponses et peut-être comme c'était mentionné dans une question, on essaiera aussi en priorité les questions qui concernent les doctorants vu que le calendrier est un peu plus court que pour les autres projets. Je vous remercie tous pour votre attention, puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et avant ça, je vous annonce quand même notre prochain événement qui, lui, va concerner la thématique des addictions et les jeunes et substances psychoactives, perspectives de recherche en prévention, auquel vous êtes conviés si vous êtes intéressés, qui se déroulera le 30 mars et qui est co-organisé avec l'Institut national du cancer, qui sera à la fois en présentiel à Paris Santé Campus et en visio pour tous ceux qui le souhaitent et ne peuvent pas venir sur place. Un grand merci à tous, bon après-midi et à bientôt.